Je parle bien justement des troubles psychiques. Bon, il y a un manque de perception des personnes qui ont des troubles psychiques. Ça, c'est très fréquent puisque j'ai vécu avec une amie qui avait un trouble de la personnalité état limite. Alors ça, c'est pas très connu. On entend parler de quelques troubles psychiques, mais pas de tous. Et ce qui m'étonne le plus, ce qui manque surtout, c'est un guide. Par exemple, on trouve un guide de la solidarité à Paris pour aider les pauvres. Ça, c'est quand même bien pratique. Ça fait 70 pages. Il y a des listes des associations qui aident les personnes SDF. On a des guides des aidants. Ça se trouve pour les personnes qui sont retraitées, et ainsi de suite. Mais à l'inverse, pour le monde de la psychiatrie, on ne trouve rien. Alors, comment se fait-il qu'on ne trouve pas de guide pour des personnes qui ne perçoivent pas leurs troubles? La situation, c'est celle-là. Les malades ne perçoivent souvent pas leurs troubles. Alors, les proches ne devinent pas, et c'est extrêmement difficile. Et on parle de soins précoces dans beaucoup de livres de médecine. Et là, ils sont oubliés. Merci de votre attention. Il y a quand même des centres Alors, de ressources, comme le Psycom, par voilà, exemple, il y a les Psycom qui CAPSI. existe. Il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a, hein. Les CAPSI, les CREPSI, C'est la psy, les crêpsy. comme centre de ressources pour trouver l'information. Ah, ils sont pas bien faits. Ah, le Psycom, ça commence, c'est pas si mal que ça quand même. Et il y a par exemple aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, pour toutes les questions de droit et de juridique, ils ont des guides qui sont pas mal faits quand même, où ils orientent vers telle et telle association, telle structure, selon le type de problème. Bonjour, je m'appelle Cécile. Moi, je viens de Lorient, de Bretagne. Je viens de loin. Je suis venue l'année dernière aussi. Avec plaisir. J'ai pas de questions. Je viens juste vous remercier pour cette journée. J'ai été très émue par l'ensemble de vos témoignages. Je suis donc porteur de troubles psychiques. À l'heure d'aujourd'hui, en cours de rétablissement, je suis très touchée par l'ensemble de vos témoignages et je m'interroge aussi sur le fait que beaucoup de choses existent en Île-de-France et que quand on parle d'action territoriale et de régionalisation, malheureusement, j'ai l'impression que le territoire semble très restreint. Et je cherche, moi, du coup, de mon côté, en région Bretagne, et je ne sais pas s'il y en a d'autres personnes qui viennent d'autre part que l'Île-de-France. Voilà, des structures ou des endroits ou des lieux qui existent. J'ai l'impression que tout est très, très, très quand même localisé. C'est un constat que, du coup, que je voulais faire. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour la journée. Merci Cécile. Si je peux répondre. Je peux lui répondre Je peux juste 2 répondre. secondes. Mais bien sûr. Regardez sur le site de Santé Mentale France les ateliers du rétablissement Bretagne. C'était juste l'année dernière, avant ceux d'Île-de-France. Et là, vous allez avoir tout ce qui peut se passer en Bretagne. Et il y a des trucs. Atelier du rétablissement Bretagne. C'était en 2023. Et c'était juste génial, quoi. Il se passe plein de choses en Bretagne aussi. Et regardez aussi PTSM, on l'évoquait ce matin, projets territoriaux de santé mentale. Alors, il y a des choses qui se font, mais ce qui est bien au départ, il me semble, enfin à chaque fois que j'ai voulu en savoir un peu plus, ils feront une assez bonne cartographie de toutes les structures qui existent par département. Donc PTSM, par exemple, Lorient, c'est 56, non ? PTSM 56. Je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quand même pas mal d'informations. Et puis, un dernier point, je ne sais pas du tout de quel trouble psychique vous pouvez souffrir, mais ça peut intéresser peut-être d'autres personnes. À Quimperlé, ce n'est pas tout près de Lorient, il y a, je crois que ça s'appelle la clinique de l'humeur, qui est absolument formidable, qui est dirigée par un praticien dont j'oublie le nom, mais je me demande même s'il n'est pas venu témoigner ici ou à un autre événement que j'ai pu animer. Voilà, la clinique de l'humeur à Quimperlé. Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, non, c'était juste vous remercier pour la qualité de toutes ces interventions. Il y a plein de gens super qui ont parlé de à quel point ils ont été à un moment blessés, leurs paroles ignorées, leurs paroles moquées.
Il y avait des intervenants super ce matin qui parlaient du harcèlement, qui parlaient de à quel point la prise de parole était difficile. Et je suis quand même un peu secoué de voir que devant moi, il y a un monsieur qui a envie de parler, qui vient ici pour poser des questions et que la moitié de l'auditoire se moque de lui avant même de savoir ce qu'il a à dire. Et je trouve ça vraiment un peu choquant. Et moi, je voulais vous remercier, monsieur, d'avoir participé, d'avoir dit ce que vous aviez à dire. Et voilà, merci. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette journée. C'était vraiment très intéressant d'écouter tous les intervenants témoigner, nous partager leurs témoignages, leurs récits. J'ai quelques réactions par rapport à ce qui a pu être dit, soit sur cette table ronde ou d'autres. D'abord, sur le lien entre travail et rétablissement. Je suis totalement d'accord que le travail peut parfois, malheureusement, et surtout dans notre société, être aliénant et venir faire obstacle au rétablissement. Mais si le travail n'est pas forcément le chemin du rétablissement, je pense que c'est nécessaire malgré tout d'avoir un projet de vie pour se mouvoir et s'orienter vers le rétablissement et donner ce que mon médecin psychiatre appellerait la pulsion de vie qui nous permet d'aller vers ce chemin. Et ce chemin-là, le travail n'est pas la seule destinée possible pour avoir un projet de vie. Ça peut s'incarner de bien des façons. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir ce projet de vie à un moment dans son parcours de rétablissement. Et je voulais parler de l'ARS sur 2 points. Le premier, moi, c'est sur un point négatif et sur un point positif. Sur le point négatif, moi, c'est que j'entends beaucoup je lis des choses en termes d'engagement de l'ARS sur le rétablissement, mais moi, dans mon parcours personnel, j'arrive pas à voir comment elle se matérialise. Moi, par exemple, dans mon parcours personnel de soins, j'ai été hospitalisé l'an passé à Sainte-Anne, et dans le service dans lequel je suis tombé, on est aux antipodes des pratiques orientées rétablissement. Alors qu'il y a plein de choses placardées dans le service qui nous expliquent que ce service a tel agrément, fait telle chose, mais en réalité, dans la pratique, c'est zéro. C'était zéro absolu. C'est la pire expérience que j'ai jamais eue de ma vie en psychiatrie, j'en ai eu quelques-unes. Moi, je serais curieux de savoir, alors je sais que vous n'aurez pas la réponse là, mais c'est une question que je pose, une question ouverte, comment les orientations fixées par l'ARS sont concrètement répercutées sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai particulièrement apprécié l'intervenant qui a dit ce matin, je ne sais plus qui c'était exactement, mais qui avait dit que du coup, pour changer les choses, il faut l'action publique, mais il faut aussi les acteurs de terrain. Il faut les deux et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et je leur remercie d'avoir donné cette précision. Et cette fois, je vais aller plutôt dans le positif pour l'ARS. L'ARS met en place quelque chose auquel je participe puisque je suis moi-même facilitateur de choix de vie au sein du dispositif d'assistance au projet de vie de Paris. Le métier de facilitateur de choix de vie, en fait, est un nouveau métier qui est en train d'émerger et qui consiste à accompagner des personnes en situation de handicap, tout handicap, hein, pas seulement psychique ou mental, pour les aider à faire un travail d'exploration pour formuler et ensuite réaliser leur projet de vie. Et je pense que le DAPV aurait vraiment eu, dispositif d'assistance au projet de vie, aurait vraiment eu sa place dans cette table ronde, parce que pour le coup, là, on est vraiment du collectif à l'individuel, parce que un des objectifs essentiels du dispositif, c'est vraiment d'identifier les acteurs, les partenaires avec lesquels les personnes concernées et leurs proches aidants, s'ils souhaitent qu'ils soient associés au processus, puissent travailler pour réaliser ce projet de vie une fois qu'il aura été formulé. Et donc, j'aimerais vraiment saisir la balle au bond qui a été lancée par plusieurs interlocuteurs, plusieurs intervenants lors de ces différentes tables rondes, pour pouvoir travailler ensemble. Moi, je mène aussi un travail pour essayer de faire connaître justement ce dispositif d'assistance au projet de vie, qui, pour le coup, a une logique totalement différente de celle qui a été dénoncée notamment par M. Alotti, qui nous disait, quand on est dans l'offre, souvent, l'offre, M. Gibon avait dit ça aussi, l'offre, elle est fléchée et on nous oriente en nous disant, voilà, on a vite fait analyser ce que vous nous avez dit, voilà l'offre qui vous est destinée et merci, au revoir. C'est souvent un petit peu comme ça avec un très fort cloisonnement. Je reformule un peu à ma sauce. Désolé si jamais je déforme vos propos, je vous laisserai me répondre. Mais du coup, la démarche du dispositif d'assistance à projet de vie, elle prend ça à contresens et elle part vraiment de la demande.
de la demande de la personne, d'un travail d'exploration pour comprendre ce que la personne veut, quelles sont ses aspirations, et ensuite, à partir de là seulement, et avec son accord et avec son pilotage à elle, et pas pilotage du professionnel comme dans le médico-social, se met en place une démarche pour réaliser ce projet. Donc je saisis la balle au bon s'il y a des gens qui veulent éventuellement travailler avec moi ou vous faire connaître ou apprendre ce qu'est ce dispositif. Je serais ravi d'en discuter avec vous et de voir s'il y a une collaboration possible. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que souvent, le problème, c'est que quand il y a des... tout à l'heure, vous disiez, Monsieur Vinquel, on se réunit, on parle ensemble lors des forums rétablissement, ensuite chacun rentre chez soi. Et ça, effectivement, des fois, ça peut être aussi un peu un sentiment que j'ai. Et moi, un autre sentiment que j'ai, c'est que des fois, il peut y avoir des appels à participation, des appels à témoins qui sont faits à un moment T, par exemple lors d'un forum rétablissement, moi, ça m'est arrivé. Et ensuite, une fois que ces appels sont lancés et qu'on y répond, en fait, on n'a pas de réponse derrière. Et on est laissé dans un espèce de no man's land où il n'y a pas de réponse, ou alors on a une réponse 1 an après. Moi, ça m'est arrivé, par exemple. Donc vraiment, si vous faites des appels à participation, là, je vous interpelle, donnez une réponse quand on y répond, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Quand je parlais de l'offre, je ne parlais pas d'une offre institutionnelle, mais je parlais de qu'est-ce que nous, on a à offrir aux autres, au monde. C'est dans ce sens-là. Mais pour entendre ce qu'on a à offrir, il faut être au chevet de la demande des personnes concernées. Puisque là, et c'est partir du désir de la personne. Qu'est-ce qu'elle a envie de contribuer au monde? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? C'est ça, et dire, ah oui, tu veux... Ok, mais ça paraît un peu mégalo si tu veux faire, mais essayons quand même. Ça paraît démesuré, mais pourquoi pas? Why not? Lui laisser une chance. C'est ça l'offre. On a tous à offrir quelque chose. C'est ce sens-là. Et non pas consommer du soin. C'est ça la demande, l'attente, la dépendance. C'était plutôt dans ce sens-là. Moi, je pense qu'on a des choses à échanger ensemble, à collaborer. Après, on peut discuter. On est un peu dans cette même optique d'être au centre du désir de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment, au centre de sa pulsion de vie. On a tous quelque chose qui nous fait envie de nous lever le matin, qui nous donne la niaque, même si c'est très enfui par... Il y a toujours une lueur d'espoir en nous, et c'est ça qu'il faut retrouver. Donc, je pense qu'on a des choses à partager ensemble, et avec plaisir, après, on peut discuter. Voilà. Personnellement, je suis très ouvert aussi, parce que régulièrement, on invite des fois pour des petites conférences tel ou tel spécialiste ou tel responsable d'un domaine donné, pour nous éclairer. Tout à l'heure, on parlait de droit. Eh bien, ça nous est déjà arrivé. Alors, projet de vie, pourquoi pas? Alors, il faut nous l'écrire. Je vous donnerai les coordonnées. Et puis, parce que, certainement, pour les gens qui ont des TOC, il y a aussi la question de leur projet de vie. Ça, c'est clair. Donc, n'hésitez pas à écrire. Je vais vous donner ma carte. Et puis, voir comment on peut organiser quelque chose, voire même en dehors des groupes de parole, dans le cadre de réunions d'information plus larges. Je voulais juste réagir par rapport à tout ce qu'on a entendu sur les GEM, et remettre un peu les choses dans leur contexte, parce que les GEM sont prévus par la loi de 2005. Il y a un cahier des charges très précis, et dans le cahier des charges, il est quand même prévu qu'il y ait 3 parties prenantes, qui est l'association, l'organisme gestionnaire et un parrain. Et effectivement, je comprends la position de cette association, enfin je l'entends, mais à mon sens, elle est à contre-courant du thème d'aujourd'hui qui est passé du collectif à l'individuel. Donc si on reprend le cahier des charges et ces 3 parties prenantes, c'est s'allier à la force du collectif pour pouvoir justement monter le projet. Et l'ARS finance les GEM, finance de nouveaux GEM, puisqu'il y a quelque temps, un GEM jeune a été ouvert. Donc il y a des financements de la part de l'ARS. Ça demande effectivement du travail, mais si on le fait collectivement et peut-être pas seul dans son coin, en s'associant à un parrain et un organisme gestionnaire, la demande, elle peut aboutir. Voilà, je voulais replacer ça parce que on a...
c'est assez négatif le discours sur l'ARS et je pense qu'il faut travailler collectivement pour obtenir des choses et non pas seul dans son coin. Et je trouve que c'est en lien avec le thème d'aujourd'hui, passer du collectif à l'individuel pour avoir plus d'autonomie. Oui, mais Merci il pour faut ces d'abord précisions. passer, Oui, mais d'abord passer par cette phase-là avant l'autogestion. Ça fait 3 ans qu'il faut autogérer. Oui, mais ils n'ont pas de financement. Donc, si peut-être ils s'allient avec des fondations, avec un parrain, le dossier pourrait être monté et ensuite ils pourraient passer par l'autogestion. Et c'est tout le cahier, c'est l'objectif du cahier des charges. Ben là, moi, en tout cas, j'ai pas compris qu'ils s'associaient à qui que ce soit. Et donc, je voulais remettre dans le contexte le cahier des charges. Et ça fonctionne, effectivement. Puisque, voilà, je ne dirai pas où je travaille, mais il y a des GEM qui, effectivement, deviennent autonomes après être passés par cette phase avec le parrain et le gestionnaire. Donc, je voulais le replacer pour vous donner cette piste-là. Et je la comprends, l'autogestion, et elle est tout à fait normale, et arriver jusqu'à l'autonomie. Mais il y a peut-être des préalables avant d'arriver à l'autonomie. Et s'ils ne sont pas mis en place, ces préalables, vous allez vous épuiser et c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà, c'était mon conseil et remettre un peu les jeunes dans le bon contexte. Je confirme que ça m'épuise. Bah oui, non, mais on peut bien comprendre que la loi prévoyant un gestionnaire et un parrain... Alors... Enfin, moi, j'ai lu la loi en préparant le... Et je l'ai vu quand même qu'il fallait un gestionnaire et un parrain, non? C'est pas obligatoire. Non? Le parrain, oui. Dans le législatif, ouais. Le parrain, oui. Par contre, le gestionnaire, on peut s'en passer. Mais alors, si je comprends bien ce que madame vient de dire, il faut un parrain et un gestionnaire pour obtenir un financement de la part de l'ARS, non? Le cahier des charges le prévoit, ce n'est pas obligatoire, mais moi c'était un conseil puisque vous semblez être épuisé de demander une subvention et c'est normal que vous ayez une subvention puisque c'est prévu au niveau de la loi. C'était un conseil de peut-être temporairement, et c'est un peu ce que font tous les GEM, c'est au démarrage, effectivement, ils répondent au cahier des charges pour ensuite devenir de plus autonomes et il y a des GEM qui sont autogérés. Voilà, c'était juste mon conseil, peut-être passer par cette étape-là avec un parrain et un organisme gestionnaire pour vous aider à monter le dossier puisque le montage du dossier semblait compliqué et ensuite arriver à une autogestion puisqu'effectivement, il n'est pas obligatoire d'avoir tout le temps un gestionnaire. Oui, on va y réfléchir. On va y réfléchir. C'est vrai que si l'organisme gestionnaire peut vous aider à monter le dossier facilement. Mais il y a toujours ce problème d'autonomie. Effectivement, parfois, avoir un gestionnaire, ça accélère les choses. Ça, on est d'accord. Malheureusement, avoir un gestionnaire, ça implique que plus tard, ce gestionnaire va décider qui est le salarié qui va être dans votre GEM. Et s'il y a des problèmes avec ce salarié, c'est très difficile pour le GEM de se défaire de ce salarié une fois qu'il est sur place. Donc c'est pour ça qu'on veut être indépendant dès le départ et rester indépendant. C'est pour ne pas avoir ce type de problème. Et on a fait le tour des différents GEM de Paris ou de sa région qu'on a commencé à créer le GEM. Et ils nous ont tous dit la même chose. C'est-à-dire que parfois, ça se passe bien, le gestionnaire et le salarié s'entendent avec le GEM et il n'y a pas de problème. Simplement, parfois, il y a un problème. Et dans ce cas-là, c'est très difficile de se débarrasser du salarié. Après, vous savez, ce sont des conventions. Elles peuvent être à tout moment rompues, ces conventions. Donc moi, c'était juste le conseil pour vous permettre d'obtenir votre subvention. C'était un conseil, mais voilà. Moi, je vous dis mais aussi, après, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça peut vous aider. Voilà. Voilà, donc à peine devenu employeur, vous voulez déjà vous débarrasser de votre salarié. Belle mentalité. Je note. De toute façon, moi, mon objectif, c'était de créer 1 ou 2 emplois. Oui. Comme ça, je fais prospérer mon pays. Sur la question de l'ARS, quand même les remercier puisqu'ils ont payé ma formation de médiatrice de santé père. Alors, c'est l'ARS Île-de-France pour ce qui me concerne, mais c'est toutes les ARS qui peuvent... c'est grâce à elles que ce métier existe aujourd'hui. Et c'est grâce à elles que... je vais être un peu grossir le trait. C'est grâce à elles que le rétablissement arrive dans le sanitaire, arrive dans le médico-social. Bien sûr, il y a des gens qui étaient déjà sensibilisés avant, mais c'est grâce à elles qu'il y a des personnes concernées qui intègrent des équipes pleinement et qui essayent de faire un petit peu bouger les choses dans ces institutions. Je vais utiliser le mot sclérosé, mais voilà, donc il y a des choses à faire et en même temps,
N'oublions pas que finalement, cette notion de rétablissement, elle est assez récente, qu'on est tous là en train de débattre sur comment on fait, où on va. Finalement, on n'est pas si peu nombreux que ça dans la salle et les choses, elles sont plutôt positives, on avance. Moi, la première fois que j'ai fréquenté l'hôpital psychiatrique, c'était il y a 25 ans. Et bien sûr, la violence existe toujours. Bien sûr, des choses absolument inadmissibles se passent aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques. Maintenant, il y a quand même des choses qui ont été mises en place. Il y a quand même des sensibilisations sur la question de la santé mentale, y compris chez les jeunes, on ne parlait pas de santé mentale. Je pense que le Covid a beaucoup débloqué la situation. On ne parlait pas de ça. Et moi, j'étais traitée de paresseuse parce que je ne pouvais pas travailler. Aujourd'hui, je peux un peu travailler, mais je pense que vu que je peux travailler qu'à mi-temps, on me dirait encore que... et on ne me le dit plus parce qu'on a compris que j'avais un souci de santé, que ce n'était pas juste dans ma tête, même si c'est un petit peu dans ma tête quand même. Et donc ne soyons pas défaitistes, on avance, ça ne va pas à la vitesse qu'on voudrait, bien sûr, mais on avance. Et merci à Vivre, merci à toutes les personnes qui nous permettent d'en discuter dans des forums comme ici, c'est important. Et moi, ça me permet de me dire qu'on est dans le bon chemin de l'histoire. C'est nous qui avons raison, c'est nous qui avançons vers l'horizon qui permettra de changer la psychiatrie, de changer ses méthodes et de changer la façon dont on stigmatise les personnes atteintes de troubles psychiques. Alors, moi, je vais me mouiller un petit peu parce que probablement je me sentais beaucoup trop sec. Je voudrais remercier le monsieur qui a intervenu tout à l'heure. Voilà. Parce que je me sens merdique, en fait. J'ai rigolé quand la salle s'est moquée de vous, monsieur. J'ai même fait une punchline que j'ose pas répéter parce qu'elle était vraiment conne. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, le moi-même, communautaire... je vous prie de m'excuser, j'étais un peu virulent. Et mais je pensais pas qu'à toi, si là, je parle vraiment, je pense parler vraiment de moi, là, tu vois, de comment voilà, bref, passons. Mais je pense qu'on est peut-être plusieurs à pouvoir faire ça. Et donc, monsieur, je vous demande pardon déjà. Donc, l'autre monsieur, le monsieur dont je me suis moqué, voilà, parce que pour moi, le communautaire, c'est ce qui vient de se passer là. Et je pense que si monsieur de derrière, je ne connais pas vos noms, vous n'étiez pas intervenu, il n'y aurait pas eu ce qui est en train de se passer tout de suite, qui pour moi est de la réparation. Voilà, je voulais juste vous dire ça et merci encore une fois d'être intervenu. Les applaudissements veulent dire que aussi vous demandent pardon, je pense.